Bah, allez, je vous propose de commencer. C'est bon pour toi, Thomas? Ok, parfait, on peut y aller. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Vous êtes connectés à cette conférence. Donc, je suis Carole Soula. Je suis heureuse de vous accueillir en tant que facilitatrice sur cette conférence présentée par Thomas Moreau sur tout ce que vous avez voulu savoir sur Team Topology sans jamais oser le demander. Donc, cette session sera enregistrée dans son intégralité, vos questions ainsi que les réponses. Tous les micros seront coupés pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions dans la partie Q&R et à la fin des 40 minutes de présentation, je regrouperai les questions et je les poserai à Thomas qui pourra y répondre en direct. Voilà, avant de passer la parole à Thomas, il faut que je remercie les sponsors, sans qui ce genre d'événement n'est pas possible. Donc, merci à Michelin, à Valence, à MBCS, à Zen Value et également au PMI France qui organise cet événement et à tous les bénévoles qui permettent cela possible. Maintenant, je laisse la parole à Thomas pour démarrer sa présentation. Ok, merci beaucoup, merci Carole. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Thomas. Je bosse dans l'agilité depuis 5-6 ans maintenant. Je bosse pour une petite entreprise de bricolage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Leroy Merlin. À côté de ça, je suis indépendant et j'ai des activités annexes. Je suis le traducteur actuel de Team Topologies. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Team Topologies. Et je travaille aussi sur le modèle Unfix que j'ai traduit pour la France, donc notamment les cartes. Donc, le modèle qui vous a été présenté tout à l'heure par Jürgen Appelo, sachez que voilà, je travaille avec lui pour essayer de démocratiser ce modèle en France et j'organise des formations au travers de Unfix et avec Unfix. Et si vous avez pu entendre Jürgen ce matin, c'est un petit peu grâce à moi puisque c'est moi qui l'ai mis en relation avec Jean-Yves, l'organisateur. Et donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de Team Topologies et je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'en ai compris et on va découvrir ça ensemble. Donc encore une fois, merci aux sponsors d'avoir pu organiser ça pour nous et avec nous. Euh, Cette conférence s'adresse à vous si vous vous posez les questions suivantes. Et peut-être que c'est des choses qui vous ont qui vous ont été demandées dans vos accompagnements, est-ce qu'on est bien organisé pour faire ce qu'on doit faire? Est-ce que vous avez déjà eu cette question-là? Tiens, on se pose la question, est-ce que notre orga elle est bien faite? Est-ce qu'on a la bonne configuration d'équipe? Comment on peut faire pour lutter contre les dépendances entre les équipes? Comment gérer le surplus de com au sein des équipes? Comment faire évoluer, découper une architecture système qui est un peu monolithique? Vous l'avez peut-être eu dans vos accompagnements, si vous êtes coach agile, Scrum Master, vous avez essayé de tuner peut-être votre équipe, d'aller au bout du bout, de faire de l'amélioration continue. Et des fois, il y a des problématiques qui vont plus loin, au-delà de l'équipe dans laquelle vous êtes. Et à ce moment-là, on a un peu des fois, parfois l'impression de prendre un coup critique, c'est-à-dire qu'on se dit, ah, c'est lié à l'organisation, on ne pourra jamais faire quelque chose. Le principe de Team Topology, c'est justement d'essayer de répondre à cette question et moi, c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai découvert ce bouquin, c'est justement de pouvoir se dire, tiens, il est possible de travailler à aller plus loin dans les accompagnements qu'on fait et de proposer des outils, des solutions pour pouvoir aider les équipes et les organisations à mieux se coordonner. Donc, quelques questions en guise d'intro. C'est quoi Team Topologies? C'est un livre écrit par Matthew Skelton et Emmanuel País. Donc, je vous l'ai dit, la VF est en cours de traduction. Je suis la personne qui actuellement réalise cette traduction. Il a été élu comme il fait partie des Best Product Management Books of All Time. Et là, vous allez dire, ah, encore un livre sur le management. Oui, alors, il faut savoir que Team Topologies, c'est pas vraiment un livre sur le management au sens où vous en avez peut-être lu. C'est-à-dire que si on devait comparer Team Topologies et un livre sur le management, vous imaginez un film ou un dessin animé de Pixar Studios sur les insectes et vous avez en face un livre qui parle des insectes. Voilà, Team Topologies serait plus un livre qui parle sur les insectes plutôt qu'un dessin animé Pixar. Parfois, les livres de management ont tendance à beaucoup ressembler à des choses qui sont très storytellées. On a presque l'impression de lire un roman.
Team Topology, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt un manuel assez précis, concis de techniques et de choses à faire. Et c'est parfois un peu aride. Et c'est pour ça que le livre, il a peut-être pas autant de succès qu'il devrait en avoir, à mon sens, parce qu'il est peut-être un peu aride et surtout, il est rédigé dans un anglais assez, assez high level. Qu'apporte Team Topologies? C'est assez simple, hein. L'idée, c'est donc vraiment d'avoir un langage commun pour enfin pouvoir parler d'organisation, de dynamique d'équipe. Donc, du coup, d'obtenir des clés pour essayer de s'organiser autour de produits et de services. Et là, ça va être important. Et si vous avez écouté la conférence de ce matin de Jürgen Appelo, vous allez savoir que le modèle Unfix s'inspire beaucoup de Team Topologies. Donc, vous allez retrouver des éléments que vous avez entendus ce matin sur l'expérience. Team Topology ne va pas vous dire il faut faire du Scrum ou du Kanban. Team Topology va dire qu'est-ce qui est intéressant dans votre contexte et comment vous pouvez fonctionner dans le contexte et comment vous pouvez essayer d'améliorer votre contexte. Donc, se centrer sur la valeur et sur son flux. Et aussi, parfois, Team Topology va vous demander ou va vous inciter à vous mettre délibérément des contraintes en matière de comportement collaboratif. On va essayer d'expliquer tout ça. Ça peut paraître un peu dingue dans un monde d'hyper-technologie et d'hyper-communication. Mais voilà. L'objectif de Team Topology, c'est vraiment, encore une fois, de vous fournir des outils pour passer de ce que moi j'appelle coach d'équipe à peut-être coach d'organisation. Et encore une fois, l'idée, la problématique est de répondre ou d'avoir des outils qui vont vous permettre à vous, qui êtes avec les équipes, peut-être de poser des questions et d'adresser des problématiques d'organisation qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire, que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'adresser quand on est coach agile, quand on est Scrum Master, parce qu'on n'a pas forcément toujours des outils pour pouvoir le faire. Alors, c'est implémenté où? Vous allez me poser peut-être la question. Alors, ce n'est pas un modèle qui est destiné à être implémenté de la même manière que Safe ou d'autres frameworks. Team Topology, encore, vous dira adaptez-vous à votre contexte, réfléchissez à votre contexte, posez-vous les questions de votre contexte et adaptez-le à vos contextes. Pour autant, Amazon AWS à intégrer dans ses bonnes pratiques DevOps. J'ai mis l'article là, donc c'est sur le site AWS. AWS a adopté Team Topologies comme étant une bonne pratique et elle conseille à toutes les entreprises, donc elle met en place ce modèle d'organisation qu'elle déploie ou qu'elle décline ou qu'elle conseille à toutes les organisations qui sont en rapport avec elle. Donc AWS conseille aux gens de s'organiser ou de travailler ou de réfléchir en ayant en tête les team topologies qui ont été inventés par Matthew Skelton et Emmanuel Pais. Safe aussi en parle, j'ai mis une capture en bas. Safe en parle. Et pour autant, les auteurs sont assez contre le fait qu'on ait intégré Safe qu'on ait intégré Team Topologies dans Safe. Et c'est Matthew Skelton, j'ai mis un petit post qu'il a publié où il dit bah, en fait, Safe, c'est inclus dans Team Topologies de la même manière que si vous preniez des myrtilles, vous prenez un muffin et puis avec vos gros doigts boudinés, vous allez mettre des myrtilles dans le muffin et vous dites ah, ça, c'est un muffin à la myrtille. Voilà un peu pour vous donner l'ambiance qui règne entre Safe et Team Topologies. Est-ce qu'on peut se certifier? Non, il n'y a pas de certification à Team Topologies, vous n'en verrez pas. Et si vous allez sur le site, vous obtiendrez cette même bannière 404 Certification Not Found. Vous ne pourrez pas avoir un badge de plus à accrocher à votre frigo pour dire que vous êtes certifié Team Topologies. Au lieu de ça, Team Topologies, c'est un livre et il part du postulat qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui malheureusement, pour designer des organisations, on n'a pas beaucoup d'outils. Quand on nous parle de design d'organisation, souvent, ce à quoi on pense, le premier outil auquel on pense, c'est un organigramme. Et donc, pour designer des organisations, la majorité des gens qui sont là-dedans designent avec des organigrammes. Donc, on a une notion de structure hiérarchique. Et donc, l'organigramme sert à matérialiser la structure hiérarchique. Et pour autant, est-ce que c'est la seule structure de design d'organisation qui soit pertinente? Est-ce qu'il existe d'autres manières de représenter une entreprise? Oui, il y en a d'autres. Donc, vous avez la structure hiérarchique qui est importante, et puis après, vous avez la structure relationnelle. Quelles sont les relations entre les personnes? Et ça aussi, ça influe majoritairement sur une organisation. Si on vous dit qu'un boss déteste un autre boss, vous pouvez être sûr et certain que ça va poser des problèmes dans la conception du produit. Et c'est un peu le parti pris de Team Topology. Team Topology reprend
cette déclaration qui est de dire que une organisation, ben, en fait, elle est la résultante des canaux de communication. Donc là, l'exemple que je suis en train de présenter, il est un peu too much, on dirait presque un décor ou un props d'un film de tueur à gages. Mais comprenez ça, une organisation, c'est donc une structure hiérarchique, une structure relationnelle, et ça c'est très bien expliqué dans le livre de Nils Fleijing, Organize for Complexity. Et pour autant, là encore, on a deux structures, mais on ne sait toujours pas qui fait quoi dans les équipes. C'est-à-dire que si vous lisez un organigramme, en général, ben, vous avez le nom du boss, vous avez le nom de l'équipe, et je suis à peu près sûr que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une entreprise, on vous montre l'organigramme, et vous dites, tout ça c'est très bien, alors je sais qui est le chef de cette équipe. Par contre, que fait cette équipe? Qu'est-ce qu'elle produit et comment elle travaille? J'en ai aucune idée. Et ça, un organigramme ne vous permettra pas d'y répondre. Et ça, c'est le postulat de base de Team Topology, de dire que il nous faut un outil qui nous permette de modéliser la façon dont sont organisées les équipes et la façon dont elles travaillent. Et ce livre se base sur une loi qui est assez connue, qui s'appelle la loi de Conway. Qui dit toute organisation qui conçoit un système au sens large concevra une structure qui sera la copie de la structure de communication de l'organisation. En d'autres termes, si vous avez une organisation qui est designée d'une certaine manière, ça aura forcément une incidence sur la façon dont les produits vont être fabriqués. Pourquoi j'ai mis une image de ce Cybertruck? Parce qu'il y a peu de temps, j'ai entendu une interview donc dans un magazine automobile qui n'avait absolument rien à voir avec l'agilité. Et pour autant, le boss, le designer du Cybertruck, qui s'appelle Franz von Oldenzauen, j'espère que je prononce bien son prénom. Vous le connaissez peut-être certainement, vous l'avez déjà certainement vu. C'est la personne qui un jour a lancé une balle de baseball dans la vitre d'un Cybertruck et qui a cassé la vitre. Donc si vous avez en tête la personne qui a fait ça, eh ben, vous avez le designer du Cybertruck. Et en fait, ce designer expliquait en disant, il disait, euh, nous sommes sans arrêt en train de casser la loi de Conway. C'est-à-dire que pour fabriquer cette voiture, ils se sont inspirés de la loi de Conway. C'est-à-dire que personne ne doit savoir où commence telle partie, où se termine telle partie, qui a fait quoi et comment est géré l'assemblage. En fait, il explique que la conception de ce véhicule a été entièrement pensée en ayant en tête la loi de Conway. Et je suis sûr et certain que vous avez déjà eu des exemples où vous vous êtes retrouvé dans un produit et vous manipulez le produit et vous dites ah, je sais exactement comment ils sont organisés. Alors, il doit y avoir une équipe back qui fait un truc, il doit y avoir une équipe front qui fait un truc, et ils ne se parlent pas, et résultat, moi, je me retrouve avec un produit qui marche sur une jambe au lieu de deux. Et c'est exactement ça la loi de Conway. Et le parti pris de Team Topology, c'est de dire, OK, si vous voulez designer une organisation, vous pouvez avoir un organigramme, vous pouvez cartographier les relations, mais vous avez besoin de savoir comment travaillent les équipes et la façon dont elles sont organisées pour savoir si ça a un impact sur vos produits. Et si vous voyez que votre organisation a un impact sur le produit, alors vous devez faire en sorte de faire évoluer l'organisation de façon à ce qu'elle soit la moins gênante possible pour fabriquer vos produits. Dit autrement, l'idée pour une entreprise, et ça vient pas du tout de chez Tesla, mais ça vient d'un livre qui relate l'histoire de Lego et qui dit en fait le challenge le plus complexe pour une entreprise, c'est pas d'inventer un produit innovant, mais c'est bien de bâtir cette fameuse organisation qui est capable de bâtir continuellement des produits innovants. Je suis peut-être sûr et certain que vous avez déjà vécu dans vos entreprises des initiatives de intrapreneuriat, de laboratoire, de fabrique, de design office, bref, toutes ces choses-là où on essaye de faire en sorte de faire bouger l'entreprise d'une logique très industrielle à une logique intrapreneuriale, et ça marche avec plus ou moins de succès. Pourquoi? Parce que bien souvent, le principal frein à l'innovation, c'est l'entreprise elle-même, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment derrière de dire, si c'est quelque chose qui freine l'entreprise, alors qui doit bouger, bah, ce n'est pas le produit, c'est plutôt l'organisation. Alors, comment ça marche? Et là, je vais rentrer un peu plus avant dans le livre Team Topologies. Donc, pour les auteurs, ils décrivent en fait 4 typologies d'équipes qui vont permettre d'être des vecteurs de livraison. Donc, on a les équipes qui sont en charge de produire la valeur, des équipes chaînes de valeur. Et encore une fois, on ne dit pas que ça doit être une équipe Scrum ou une équipe Kanban. Revenez à ce que vous avez entendu ce matin, c'est exactement la même chose. Une équipe chaîne de valeur produit de la valeur. Après, la façon dont elle le fait, c'est son problème. Ce n'est pas le problème d'une organisation de dire on va faire du safe, on va faire du agile, on va faire du... Bref.
Vous avez donc des équipes qui sont en charge de produire. Vous avez des équipes qui sont en charge de faciliter les autres équipes pour les aider à les décharger de la charge mentale pour résoudre des problèmes. Donc, ce sont des équipes plus de facilitation. Vous avez des équipes qui vont être en charge de sous-systèmes qui sont complexes. Et donc, ce sont des experts, des professionnels ou des gens qui ont acquis une certaine connaissance d'un sous-système qui est complexe et qui vont aider les équipes chaînes de valeur à mieux délivrer. Et vous avez des équipes plateformes qui vont fournir des services qui sont en général packagés et qui vont permettre d'aider l'organisation à mieux travailler. Donc, je vais le repasser un peu en vue avec quelques notions de traduction. Voilà, une équipe chaîne de valeur, elle est alignée sur un flux de valeur unique et elle doit délivrer la valeur au client la plus rapide, sécurisée, indépendante possible. Les équipes de facilitation, le but, c'est qu'elles puissent accroître l'autonomie des équipes chaînes de valeur. Donc, c'est débarrasser des problèmes, faciliter les interactions entre les équipes. Vous retrouvez ici, bien souvent, des collectifs de coachs agiles ou des gens qui sont en charge de faire de la facilitation au sein des entreprises. L'équipe sous système complexe. Donc là, l'idée, c'est de réduire la charge mentale parce qu'on ne peut pas mettre une personne qui est spécialiste d'un système complexe, par exemple la cybersécurité. On ne peut pas mettre une personne spécialiste en cybersécurité dans chaque équipe chaîne de valeur. On va peut-être monter une équipe spécialisée dans la cybersécurité et qui fera un peu le relais et qui fera la veille et qui donnera les guidelines aux autres équipes chaîne de valeur en leur disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse développer si on veut respecter les standards de sécurité. Voilà. Et l'idée dans Team Topology, c'est de dire surtout, ne créez pas trop de sous-systèmes complexes parce que sinon, vous allez créer autant de goulots d'étranglement. Et donc, des équipes plateformes qui permettent à des équipes de venir se servir, d'avoir des services qui sont packagés, dont les équipes chaînes de valeur vont venir se servir. On retrouve ici des services de support, de fourniture d'infrastructures, d'APIisation, voilà, et qui sont consommés par les équipes chaînes de valeur. Donc ça, c'est les 4 typologies d'équipes qui sont dans le livre. Les auteurs identifient aussi 3 modes de collaboration principaux. Donc, la mode collaboratif, comme son nom l'indique, le mode X as a service, c'est-à-dire que vous venez consommer un service, donc API via ou alors vous faites un ticketing, vous avez un système d'incidents, de gestion d'incidents par des tickets ou de gestion de demande par des tickets, donc vous consommez ces services. Si vous avez le budget, si vous avez bien rempli le formulaire, du coup, vous avez votre service. Et la facilitation, donc là, on va être dans l'échange et dans le partage pour pouvoir aider les équipes. Donc, si on essaie de représenter des équipes chaînes de valeur, et par valeur, on ne dit pas que ça doit être, encore une fois, une logique produit. Ça peut bien sûr être une équipe product ou une équipe agile qui a un product owner, mais on dit, voilà, il y a d'un côté des idées, des prospects, des visions. Si on prend le flux de valeur, c'est d'un côté, on a à la base des idées, des prospects, des visions, puis de l'autre, l'équipe chaîne de valeur, elle va transformer ces idées, ces visions, ces prospects en des utilisateurs, en une expérience ou en un produit. Et donc, Team Topology est agnostique de la façon dont vous le faites. Et parfois, les équipes chaîne de valeur, peut-être que vous l'avez observé, des fois, on a tendance à faire grossir sans cesse une équipe chaîne de valeur, et cette équipe-là commence à peiner. Et en général, ce qui se passe dans les organisations, quand une équipe commence à peiner, les managers s'en rendent compte et donc décident en général d'attribuer quelqu'un, un facilitateur, dire bon bah l'équipe va pas bien, elle est on délivre moins, on se sent moins impliqué et donc qu'est-ce qui se passe en général? Je pense que vous l'avez peut-être vécu aussi. Eh ben on met un facilitateur, on va mettre un Scrum Master et on se dit tiens ça va être bien parce que du coup, il va faciliter et donc l'équipe va peut-être mieux fonctionner grâce à la facilitation. On va essayer de faire l'amélioration continue dans cette équipe. Et je pense que ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans vos accompagnements. Ça peut être des demandes qui vous ont été adressées si vous avez fait un peu de coaching agile ou du Scrum Mastering. Pour autant, est-ce que l'équipe va mieux? Difficile à dire. En fait, c'est la taille qui pose problème. Est-ce qu'on peut optimiser certaines choses? Bien sûr, mais est-ce qu'on va arriver à résoudre le problème? Là, il n'y a rien de sûr. Et peut-être que, et ça c'est le parti pris de Team Topology, c'est de dire peut-être que de toute cette équipe, en fait, ce qui se passe, le vrai problème, c'est qu'on est en train de créer peut-être un sous-système qui est complexe et on a besoin de créer peut-être une nouvelle équipe, de splitter l'équipe chaîne de valeur
et de créer donc deux équipes. Une équipe qui va continuer à gérer le produit et qui va l'alimenter. Et peut-être qu'on va créer un sous-système complexe parce que, pour des besoins techniques, on a besoin de mettre en place un système qui sera complexe et que l'équipe chaîne de valeur va venir consommer. Et là, comme par magie, l'équipe va retrouver sa vélocité et va retrouver la cadence. Pour autant, on vient de se dire qu'on vient de créer un sous-système complexe. Et ça, c'est un nouveau problème. Peut-être qu'on vient juste de créer un nouveau problème dans l'organisation, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau goulot d'étranglement. Et donc, ce que je dis, voilà, on a une architecture monolithique qui est en formation. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, et encore une fois, vous comprenez que Team Topology, c'est une vision dynamique des choses. On garde l'équipe chaîne de valeur. Par contre, pour éviter de créer des goulots d'étranglement et de créer un nouveau cas de ralentissement dans l'entreprise, eh ben, ce qu'on va créer, c'est qu'on va se dire que l'équipe sous système complexe va devoir devenir, sur un terme plus ou moins long, une équipe plateforme. Parce qu'on ne pourra pas, encore une fois, on ne pourra pas travailler tout le temps avec une équipe qui deviendra un goulot d'étranglement. Et donc, on basculerait d'un mode peut-être équipe as a service, une équipe sous système complexe en mode as a service, en une équipe plateforme avec collaboration ou autre chose. C'est un parti pris qu'on pourrait avoir ici, que l'organisation pourrait avoir. Voilà un peu un des exemples de ce que vous propose Team Topologies. Donc retenez que on travaille vraiment sur la dynamique d'équipe et votre job, là, il vient de prendre un cran supplémentaire, c'est-à-dire qu'on vous propose et vous devez aussi, enfin, vous pouvez être force de proposition sur l'organisation et la typologie d'organisation des équipes. Un des deuxièmes concepts qui est fondamental dans Team Topology, au-delà de ces fameuses typologies d'équipes qui, encore une fois, aident les équipes à se comprendre les unes les autres et à travailler les unes par rapport aux autres, le deuxième concept dont parle Team Topologies, c'est les nombres de Dunbar. Et donc, ça parle de recherches qui sont basées sur la sociologie, donc des groupes de chasseurs composés d'un certain nombre. Et puis, on se rend compte, si on continue les études, que dans les rituels de l'âge de pierre, il y a des groupes qui se sont formés et ils respectent, bizarrement aussi, des grandes masses qui sont assez similaires. Et si on pousse plus loin dans la technologie et qu'on prend un trillion d'appels téléphoniques, on se rend compte que les gens, en général, ont plus d'interactions avec certaines personnes que d'autres. Et je suis sûr et certain que si vous prenez votre répertoire téléphonique, vous verriez qu'il y a énormément d'appels que vous passez à la même personne, à votre famille, à la personne que vous aimez. Et puis, au fur et à mesure de votre répertoire, vous verrez les connaissances, enfin les amis proches, puis après les connaissances, les relations boulot, puis après ça s'éloignerait jusqu'aux personnes où, quand vous voyez le numéro s'afficher, vous dites ah bah tiens, ça fait hyper longtemps que j'avais pas de nouvelles. Et en fait, ça, c'est de la sociologie et de la sociodynamique. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? C'est qu'il y a certains groupes qui sont plus stables que d'autres. Si dans toutes les communautés, on sait qu'on est capable d'avoir des interactions très fréquentes avec un petit nombre de personnes, et au plus on avance dans le nombre de personnes qu'on connaît, au moins on a d'interaction. Et ça ne change absolument pas, quel que soit le dataset que vous allez utiliser. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on peut en déduire de là des tailles de typologie d'équipe. 150, c'est le nombre de moyens de relations significatifs que les personnes ont en général les unes avec les autres. Au-delà, on commence à être tous des étrangers les uns pour les autres, même dans une entreprise. Et déjà, 150 personnes, imaginez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente une business unit ou un domaine ou une partie de l'entreprise qui fait 150 personnes? Et posez-vous la question, est-ce que vous avez des interactions fréquentes avec ces 150 personnes? Bien sûr que non, en fait. Vous allez avoir des interactions très fréquentes avec un petit nombre de personnes. Et puis, au plus vous avancez dans le répertoire, au moins vous avez une interaction. Et ça, encore une fois, c'est important parce que ça nous permet, nous, si on doit faire des diagnostics d'organisation et des préconisations d'organisation, on se dit que si on veut former une équipe, et c'est bien le postulat du livre de Dunbar, Friends, c'est de dire que si vous voulez former des équipes, vous avez intérêt à limiter cette taille à 15. Et même 15, c'est beaucoup. 15, ça veut dire que vous faites confiance et vous travaillez de façon... Vous avez une culture collaborative qui vous permet d'avoir beaucoup d'interactions avec 15 personnes. Et c'est pas pour rien si Amazon, lui, s'est dit que voilà, les équipes devaient pouvoir être nourries par 2 pizzas. Donc,
15 personnes, ce serait la taille maximum pour des équipes. 50 personnes pour des tribus, un domaine, business unit, enfin, admettez-le comme vous voulez, ce sera entre 50 et 150 personnes, une direction, pareil, et au-delà, on est dans l'entreprise. Et là, pour nous, dans le cadre de faire du conseil, d'un conseil aux organisations, il faut bien avoir ces nombres en tête parce que ces nombres-là sont fondamentaux. C'est-à-dire que si vous avez parfois des équipes où on vous dit on est 25 et nos rituels ne fonctionnent pas et à la rétro, on ne sait pas trop quoi faire, en fait, ce n'est pas le problème. L'équipe, c'est peut-être juste la taille de l'équipe qui est juste trop importante et qu'il faut repenser. Et c'est ce que va promouvoir Team Topologies en disant, plutôt que de faire des grandes équipes, privilégier des petites équipes et donner-leur la propriété d'une partie du système, parce qu'il n'y a rien de pire que de confier la responsabilité de plein de choses à une grosse équipe, parce que là, vous délitez les responsabilités. Vous délitez forcément les responsabilités parce que vous délitez naturellement, parce que sociologiquement, le nombre de communications, il est plus faible avec un grand nombre de personnes, et donc, vous allez baisser la capacité à communiquer avec les gens. Et donc, vous allez baisser l'efficacité de l'équipe. Team Topologies va aussi promouvoir le fait de limiter la charge cognitive des équipes. Et donc, pour pouvoir donner et que les équipes puissent conserver leur sentiment de propriété, elle va donc demander, et elle va donc, dans l'analyse, on va essayer de trouver, de faire en sorte qu'une équipe ne puisse avoir qu'un seul sujet compliqué et complexe par équipe. Bien sûr, on peut avoir des sujets simples, et du coup, on va imaginer, on va devoir quantifier la liste des sujets qui sont adressés par les équipes et se poser la question, okay, est-ce que c'est un sujet simple, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est complexe? Et ça, dans le bouquin, vous avez un listing de choses et des manières, des méthodes, des moyens pour aller questionner les équipes en disant, OK, est-ce que la charge mentale, elle est trop élevée ou elle est juste et suffisante pour l'équipe? C'est-à-dire que si on dit qu'on limite la charge cognitive, et vous l'avez peut-être déjà vécu, on a des cas où il y a des équipes de 12, 15 personnes et qui gèrent plein de sujets, et on se rend compte que les équipes gèrent des sujets compliqués, des sujets complexes, plusieurs sujets simples. Quand on est dans une dynamique team topologie, l'idée, ça va être de référencer un peu, OK, l'équipe, quels sont les sujets sur lesquels elle intervient? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? Et puis après, peut-être de faire des propositions, d'aller découper les équipes et de dire c'est beaucoup plus simple si on confie un sujet simple, un sujet complexe à une équipe, si on arrive à faire un split des équipes pour pouvoir leur permettre de se recentrer sur des sujets, d'avoir un sentiment d'appartenance. Et encore une fois, ils insistent beaucoup sur le fait qu'il n'y a rien de pire qu'une équipe qui ne se sent pas responsabilisée, qui n'est pas propriétaire de sa partie du système. Et donc, ils incitent vraiment les organisations à se recentrer, à faire en sorte que les équipes soient responsabilisées sur les sujets qu'elles vont traiter. Donc là, on est vraiment dans une logique de proposition, de découpage d'organisation pour permettre de faciliter la vie des équipes et de l'organisation. Donc, ils sont en train de tester un outil qui s'appelle Temperature, et donc c'est une plateforme. Donc, Team Topology, les auteurs du Team Topology sont en train de monter un site qui permettrait aux équipes de s'auto-diagnostiquer. Donc, vous allez sur le site. Alors, pour l'instant, c'est en bêta access, mais vous pouvez avoir. Donc, ils vous posent des questions, et en fait, c'est un peu comme un espèce de health check tel qu'on a pu le voir, par exemple, chez Spotify. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir mesurer cette charge mentale et d'essayer de lister un peu combien il y a de sujets complexes, quelles sont la nature des interactions, est-ce que l'équipe n'est pas surchargée, et est-ce qu'on n'a pas matière à aller chercher l'optimisation dans cette charge mentale. Team Topologies va aussi prôner le fait de restreindre les coms. Et ça peut paraître un peu bizarre dans des organisations ou dans des entreprises qui font la promotion des outils collaboratifs. Team Topologies, il y a attention aux outils collaboratifs. Il y a des périodes où une équipe a besoin de collaborer parce qu'on est sur du discovery, parce qu'on est sur du cadrage. On a besoin de collaborer. Et donc, on a besoin d'ouvrir les canaux, on a besoin d'avoir des moments de travail avec les autres équipes.
Par contre, il y a d'autres moments où on est dans le build et on a besoin de calme, on a besoin de concentration, on a besoin d'éviter le bruit environnant. Donc, le livre date de 2019 et il se posait les questions de comment on agence les locaux. Donc, quand on dit restreindre les coms, le livre vous propose bien sûr d'utiliser des restrictions ou de mettre en place des restrictions d'outils de communication, mais aussi dans les locaux. Et il y a des exemples très concrets où ils disent, voilà, on est arrivé dans l'entreprise, on a vu les locaux et on s'est dit, ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour faire en sorte que les gens puissent travailler sereinement. Et donc, ils ont fait des propositions de réaménagement des locaux qui favorisaient les moments, les instants de collaboration, tout en permettant à des équipes de travailler dans le calme quand elles en avaient besoin. Parce que, encore une fois, ils estiment qu'il y a des moments où une équipe doit pouvoir collaborer et on ne doit pas attendre que la salle de réunion se libère, on ne doit pas avoir besoin de se dire ah là là, il n'y a pas de salle de réunion avant 2 semaines. Ça paraît complètement stupide de ralentir une organisation parce qu'on n'a pas assez de place. Pour autant, des fois, on a besoin d'isolement ou de moins travailler. Donc, une topologie va me dire il y a des organisations, il y a des typologies d'équipes sur lesquelles vous ne devez pas forcément ouvrir tous les canaux de communication et vous devez peut-être restreindre, même si vous êtes une équipe, par exemple, plateforme, vous ne devriez pas pouvoir avoir des demandes qui tombent ailleurs que dans les outils de gestion des demandes que vous avez mis en place. Donc, outil de ticketing, outil d'incident. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus désorganisant qu'un outil ou qu'une personne qui vient vous voir et qui, entre guillemets, va venir s'aborder le travail qui est actuellement en train de faire. Parce que le changement de tâche prend du temps. Passer d'une tâche à une autre pour un développeur, c'est parfois épuisant mentalement. Et donc, l'idée, c'est de dire, restreignons nos coms pour pouvoir permettre aux gens de se concentrer lorsque c'est nécessaire. Et ça, vous aurez des propositions concrètes, des chans, des canaux ou des suggestions sur la manière, encore une fois, de venir restreindre les coms lorsque c'est nécessaire. On en parlait tout à l'heure, il y a des architectures qui sont monolithiques, des monolithes qui peuvent venir d'historiques, de bases de données qui sont monolithiques. Je ne sais pas, peut-être que vous avez connu des trucs où vous dites ah là là, on doit mettre à jour la base de données. Alors là, il y a la moitié de l'entreprise. Et si la base de données est terminée, il y a toute l'entreprise qui se sent pour qualifier ça. Vous avez peut-être connu aussi des applications où si on veut faire une montée de version, alors on fait une montée de version par an et puis on croise les doigts pour que ça se passe. Ce genre d'architecture monolithique vient naturellement freiner les organisations. Et encore, là encore, l'idée avec Team Topology, c'est d'identifier ces pans d'architecture qui sont monolithiques et justement d'essayer de réfléchir à OK, comment on pourrait les découper concrètement pour pouvoir faciliter la vie des gens. Quelles solutions on pourrait mettre en place pour essayer de justement d'aller travailler, d'aller creuser dans ce monolithe. Alors du coup, il n'est peut-être pas aussi flagrant que cette illustration de 2001, le lycée de l'espace, mais je pense que vous aussi, dans vos accompagnements, dans les entreprises dans lesquelles vous vivez, vous avez peut-être certainement en tête un exemple d'architecture monolithique. Peut-être même que c'est des choses qui sont modernes, qu'on n'a peut-être pas pensé qu'on a peut-être développé, mais qui finalement viennent peut-être parfois ralentir, alors qu'on s'est dit, tiens, on va mettre en place des logiques de microservices, on va mettre en place des logiques. Et finalement, on se retrouve parfois avec des logiques d'architecture qui ralentissent, même si elles sont très modernes. Les plus anciennes continuent de subsister, et c'est peut-être par celle-là qu'il faut attaquer en priorité, mais il en existe des modernes. Et donc, le livre, encore une fois, vous conseiller d'aller trouver ce qu'ils appellent des plans de coupe. Et comment on peut découper le monolithe? Est-ce qu'on peut le faire parce qu'on est sur une technologie particulière? Est-ce qu'on peut le faire parce qu'on a une cadence particulière? Je pense par exemple à des logiciels finance où il y a des impératifs de clôture budgétaire et donc on ne peut pas y toucher. Par contre, peut-être que dans un système financier, il y a des parties du système qu'on peut toucher et d'autres qu'on ne peut pas toucher. Souvent, quand vous intervenez dans certains environnements bancaires notamment, vous dites ah non, mais entre là et là, on ne peut pas toucher au système. Et les gens ont tendance à croire qu'on ne peut pas toucher à l'entièreté du système, alors qu'au final, bah, si on creuse un peu, il est possible de toucher à des parties du système qui ne sont pas forcément impactées. Dieu merci, on n'est pas forcément face à un monolithe aussi imposant qu'on le croit. Et trouver ces plans de coupe, c'est une vraie question et c'est une vraie problématique qu'on peut essayer d'adresser nous pour essayer justement de réorganiser peut-être les équipes autour
de nouveaux systèmes ou de faire en sorte de découper ces monolithes et de les confier à des équipes qui sont peut-être plus à même d'intervenir ou d'être plus indépendantes, interdépendantes entre elles pour essayer encore une fois, d'accélérer la cadence et de réduire le niveau des dépendances. Si vous voulez aller plus loin, donc je ne peux pas vous conseiller autre chose que de lire le livre. Il est hyper intéressant. La traduction VF elle est en cours et j'espère qu'elle pourrait sortir chez Duno. Euh, Ce que j'ai mis en fait, j'ai mis une série de liens qui permettraient d'aller plus loin. Et donc dedans, il y a une infographie qui est disponible sur un Google Drive et qui va vous permettre de bien débuter. Donc, c'est vraiment un schéma explicatif de c'est quoi Team Topologies, quelles sont les grandes typologies des équipes, ce que je vous ai raconté un petit peu, comment démarrer concrètement une analyse, une première prise en main de Team Topologies. Donc, ça, c'est en français. Je l'ai traduit et du coup, je vous partagerai le doc et vous pourrez cliquer dessus et récupérer ce document. Je vous parlais tout à l'heure de l'outil Temperature qui est actuellement en test. Et donc, vous pouvez souscrire à un lien de test si vous voulez vous connecter. Vous pouvez accéder à la bêta version et donc participer du coup à des tests. Et vous pourriez même le faire dans votre équipe en disant, tiens, est-ce que on n'irait pas essayer de regarder un peu si on n'est pas en mode charge mentale overstack et on n'a pas besoin de travailler un petit peu ça. Donc ça, c'est un autre outil. Ce matin, Jürgen Appelo vous parlait de Unfix. Unfix est un modèle de design d'organisation et donc il reprend les concepts de Team Topologies et cette fois-ci avec beaucoup plus d'acceptation de la part des auteurs que ce que vous avez pu lire lorsque Safe a tenté d'intégrer Team Topologies dans son manuel. Jürgen Appelo et Matthew Skelton travaillent assez régulièrement, ils s'estiment et ils estiment les travaux les uns des autres, donc il n'y a aucun problème à réutiliser. Et donc, Enfix vous propose des moyens de réaliser des modélisations de vos équipes en ajoutant quelques typologies d'équipes, notamment la fameuse équipe expérience dont vous parlez, Jürgen, en disant c'est bien beau d'avoir des équipes produits ou des équipes chaînes de valeur, mais c'est quoi mon expérience? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite slide avec le bébé. C'est là où on en est en fait. Jürgen, dans son modèle, a rajouté cette équipe expérience en disant c'est pas normal qu'on puisse pas avoir accès à une équipe expérience en plus de toutes les équipes des autres topologies. Toutes les autres typologies d'équipes sont reprises telles quelles ou presque dans le modèle Unfix. Et un modèle aussi, Org Topologies. Alors du coup, effectivement, la similarité avec le nom est assez claire. Là, c'est un outil qui permet de créer une carto des archétypes d'équipe. Donc là, vous pourriez avoir depuis une équipe collaborative et ça vous permet en fait de mapper quelle est la typologie de votre organisation. Est-ce que vous avez affaire à des équipes qui sont majoritairement produits ou est-ce que ce sont parfois des individus qui font quasiment tout seuls. Et du coup, ça vous permet aussi d'aller plus loin dans le constat des organisations. Donc, en plus de la typologie des équipes, peut-être le org topology pourrait vous servir à mapper votre organisation et vous dire, OK, là, on a peut-être une problématique. Ce que je peux vous dire, moi, en termes de retour d'expérience, c'est que les outils sont hyper puissants. Les concepts sont assez simples à manipuler. Donc, c'est-à-dire que encore une fois, quand on designait des organisations, malheureusement, on se retrouvait assez souvent avec des réunions du style, il y a 5 chefs qui se mettent derrière un bureau et qui s'enferment dans une salle secrète pour designer l'organigramme et qui convoquent 150 personnes et disent, ah voilà, ça c'est notre nouvelle organisation. Et après, vous avez les mêmes personnes qui se sont enfermées dans une salle et qui disent, le plus compliqué dans le design d'organisation, c'est la conduite du changement. Si vous inversez la manœuvre, si vous commencez par dire, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est poser la question aux gens et faire les ateliers de design d'organisation en utilisant des outils de type topologie, de type team topology, et de se dire, OK, quelle équipe on a aujourd'hui? Comment on voudrait, quel postulat on a, quelle problématique on pourrait résoudre, quelle problématique on voudrait résoudre avec notre organisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire un sprint de design d'organisation de la même manière qu'on se fait des sprints produits? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire 3 mois, un sprint et dire, tiens, comme l'exemple que je relatais tout à l'heure, tiens, on a une équipe chaîne de valeur, elle est un petit peu trop lourde et en fait, on se rend compte qu'elle est en train de ralentir parce qu'elle gère un système complexe. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à créer une équipe sous système complexe
pour pouvoir ensuite la transformer en plateforme. Et ça, c'est du design d'organisation, il est participatif. Et là où vous aurez, je pense, quelque chose qui sera complètement différent, c'est que vous n'aurez pas à gérer la conduite du changement. Enfin, moi, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux de faire participer les gens, parce que comme les gens ont participé à l'élaboration de l'organisation, c'est beaucoup plus simple après de leur expliquer, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur Team Topologies. Je vous laisse avec les feedbacks et on est ouvert aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a, Carole. Je Merci, vois qu'il y a plein de trucs rouges merci au-dessus. Thomas. C'était très intéressant, très instructif. Ça donne envie effectivement de lire le livre. Il y a quelques questions. Le QR code qui est à l'écran, c'est pour avoir vos feedbacks. Et à la fin, vous avez trois, quatre questions. Je crois que ça va très vite. Et à la fin, vous avez le code PDU pour les certifiés PMI qui en auraient besoin. Donc, dans les Ok. questions, j'ai une question de Rémi. Comment tu conçois l'organisation à partir de la manœuvre de Conway inversée? J'entends par là, tu as une orga à concevoir. Comment accompagnes-tu ton client pour concevoir le produit avant l'organisation? Excellente question. Alors, ce qu'on fait, alors moi, quand je fais des ateliers comme ça, et je l'ai fait plusieurs fois chez Leroy Merlin et d'autres clients, on commence par modéliser l'organisation actuelle. Et alors là, Rémi, tu vas te rendre compte d'un truc, c'est que tu peux faire 5 tables avec 5 personnes enfin même, tu fais 5 tables avec 5 équipes de 5 personnes. Et tu vas voir que la modélisation de l'entreprise, elle sera différente selon la table. Et là, tu vas te dire, OK, alors déjà, on a un problème. Parce que peut-être qu'on a des gens, ça fait 15 ans qu'ils travaillent dans la même boîte, ils ne sont pas d'accord sur la typologie des équipes. Donc déjà, on a déjà fait un premier constat. Et après, la deuxième chose qu'il faut absolument, c'est, OK, quels sont les problèmes aujourd'hui auxquels on est confronté? Je te donne un exemple, moi j'ai eu. On a des ops dans les équipes, donc dans des chaînes de valeur. On s'est rendu compte qu'on avait des ops, il y en a qui étaient surchargés et d'autres qui étaient en mode, ça dépend des périodes. Et on s'est dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas créer une équipe ops pour pouvoir servir toutes les équipes chaînes de valeur? Est-ce que ça fait sens? Là, on est dans l'hypothèse. Tu ne peux pas dire d'un seul coup, et la manœuvre de Conway inversée, ce n'est pas une baguette magique. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai résolu mon problème d'organisation parce que j'ai créé une équipe Ops. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une hypothèse. Tu dis, OK, créons-la. Voyons comment ça marche, notre organisation, dans 3 mois. Et après, on se pose la question, est-ce qu'on a juste créé un nouveau problème ou est-ce qu'on a résolu notre problème? Parce que, encore une fois, c'est un peu comme si tu bossais en mode produit. Tu es dans un truc qui n'a aucune certitude. Et donc, l'idée, c'est plutôt de dire, modélisons l'existant, travaillons sur les problématiques qu'on veut résoudre, faisons des hypothèses, des suppositions et faisons-nous un sprint d'organisation pour essayer d'avancer. Et peut-être qu'à la fin, on se dira, ah ok, finalement, on a vraiment résolu notre problématique. C'est un peu comme ça que moi, je les travaille avec les clients. Merci. On a une question de Dia Edine. Pour le découpage des équipes, est-ce que le domaine Driven Design, et notamment avec les patterns Strategogog, excusez-moi, pourrait être une démarche à suivre? Ça pourrait, ouais, effectivement. L'avantage en fait de ces outils Team Topology / Unfix, moi ce que je trouve très bien, c'est que tu peux expliquer les concepts en 20 minutes, 10-20 minutes, et après les gens peuvent pratiquer. Et tu n'es pas obligé de rentrer dans des trucs voilà, trop complexes. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement permettre d'inverser un peu cet état de fait où on dit le design d'organisation est réservé à une espèce d'élite. Je trouve ça complètement débile. Et je me dis, c'est beaucoup mieux si on fait participer les gens. Et donc, du coup, pour ça, je préfère avoir des cartes colorées et dire, OK, créons quelque chose, bossons ensemble. Et du coup, ça implique les gens. Mais oui, tout à fait, le DDD pourrait aider. Il y a aucun souci avec ça. Pas de problème. Je pense que les domaines, enfin, les approches sont extrêmement complémentaires au final. Une question dans le chat de Rémi. As-tu déjà expérimenté la complémentarité d'org Topologies et Team Topologies et comment tu t'y es pris dans les grandes lignes? J'ai pas encore fait le mix des deux. J'ai fait l'un et l'autre, mais dans deux contextes séparés. Mais je ne désespère pas de le faire. En topologie, enfin,
Moi, j'ai pas découvert ça depuis très longtemps. Alors, je sais pas si ça existe depuis très longtemps, mais moi, je suis tombé là-dessus. Je sais qu'il y a une formation à Paris il n'y a pas très longtemps par les fondateurs. Je suis curieux de voir, j'irai peut-être à la formation, mais je pense que les deux se mixent. Mais pour l'instant, malheureusement, j'ai pas encore eu la possibilité de faire les deux. Un premier conseil pour se lancer. Premier conseil pour se lancer, je dirais, en fait, le truc, c'est alors, si tu as une demande, moi j'ai souvent ça, c'est Thomas, est-ce que tu crois qu'on est bien organisé pour faire ce qu'on doit faire? J'ai des domaines leaders, business unit leaders qui me disent, voilà, moi j'ai 150 personnes, je dois faire du cadrage, je dois faire du run, je dois gérer la dette technique, je dois gérer les nouveaux produits. Je ne sais pas comment je suis organisé pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment, alors si la question c'est, OK, comment on peut commencer? Avoir un échange et lister peut-être avoir une première analyse de c'est quoi les problèmes aujourd'hui dans l'organisation et se poser peut-être en mode conseil en disant voilà, aujourd'hui, autrefois, on n'avait peut-être pas forcément d'outils pour travailler sur les organisations. Aujourd'hui, on en a découvert. Faut pas hésiter à dire que de la même manière qu'on va faire du sprint produit, qu'on va faire la découverte produit, on va faire de la découverte d'organisation. Ça va nous permettre aussi de limiter cet effet de changement. Donc moi, je poserai en mode conseil en disant, aujourd'hui, on a une capacité de pouvoir proposer des outils qui permettent à tout le monde de modéliser des orgas, qui sont fun, qui permettent aux gens de s'impliquer, de se poser des questions et du coup de faire des propositions de solutions. Est-ce qu'on aura des certitudes? Non, certainement pas. Je pense qu'il faut bien le mettre en place, enfin, mettre cette barrière-là en disant ce sera juste des tests, un peu comme ce qu'on a vu ce matin, le RAT. Et l'idée, c'est de se dire, OK, partons sur une démarche itérative d'organisation. Et là, je pense que pourrait recevoir l'assentiment de certains managers qui on va pas se mentir, c'est compliqué d'aller dire à quelqu'un que ton orga, c'est le bordel, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est un peu moi, je proposerai en mode, OK, aujourd'hui, c'est une offre de service qu'on est en mesure de vous proposer, de vous présenter, et on pourrait peut-être faire l'atelier avec quatre ou cinq managers un peu du domaine, par exemple, des 150 personnes, voir si on y comprend quelque chose, si ça nous fait avancer. Et ensuite, on pourrait dire, OK, et si on l'ouvrait à tout le monde? Mais tout le monde, et qu'on dise, bah, plutôt que d'inviter 200 personnes dans une salle pour leur annoncer notre nouvel organe, on fait un truc participatif. On dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer demain pour notre organisation? Et là, je pense que ça. En tous les cas, moi, c'est un peu comme ça que ça a marché, parce qu'encore une fois, pas toujours facile d'avouer que ton orga, elle est un peu bancale, ou que tu y réfléchis, mais que tu n'as pas trop d'idées. Et en fait, c'est la logique, c'est très. Comment je vais dire ça? C'est très aujourd'hui orienté. Enfin, c'est très prégnant comme problématique. En tous les cas, moi, j'ai pas mal de consultations sur le sujet. Ouais. Très bien, merci. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que c'était très clair. Les replays seront disponibles, mais pas immédiatement. Il y a un petit peu de traitement. J'ai compris que ça serait étalé dans le temps. Donc, continuez à suivre les équipes du PMI et du PIAF, vous serez informés. Merci Thomas pour le temps Merci à que tu vous. as accordé à cette conférence. Là, il y a une petite pause d'une dizaine de minutes, je crois, pour vous permettre d'aller dans les différents stands des partenaires. Et les prochaines conférences commencent à 11h20, je crois bien. Oui, 11h20. 11h20 pour les prochaines Ok. conférences. Merci beaucoup. Très bonne Merci à vous. fin Bon de PIAF à piaf. tous.